Bonjour et bienvenue au podcast de Spark Afrique. Ce podcast porte sur le financement de la santé et l'achat stratégique pour la promotion de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Notre émission d'aujourd'hui est axée sur les leçons tirées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre les 3 épidémies, voire pandémies. Bonjour, messieurs et dames, et bienvenue à ce webinaire. Avant que de commencer ce webinaire, j'aimerais vous remercier pour l'honneur que vous nous faites d'assister à cet important webinaire. Ceci dit, encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. La couverture santé universelle est un objectif principal de l'objectif de développement durable numéro 3, visant à assurer une bonne santé et le bien-être pour tous. La couverture santé universelle exige que chaque individu ait accès à des services de santé de bonne qualité dont il a besoin sans en subir les difficultés financières. L'achat fait référence au transfert des ressources mises en commun vers des prestataires dans le but d'obtenir des services de santé pour une population définie. L'achat implique 3 décisions clés. Déterminer l'ensemble des services à acheter, la sélection des prestataires de services, la détermination des mécanismes de paiement des prestataires. Les données existantes montrent que la couverture santé universelle peut être atteinte au mieux par des réformes d'achat lorsque les 3 décisions sont prises de manière stratégique. Les achats stratégiques nécessitent une recherche continue des moyens optimaux pour agir sur les 3 décisions afin d'atteindre les objectifs d'équité, d'efficacité, d'accès, de qualité et de protection contre les risques financiers. S'il y a un pays en Afrique qui a une forte expérience dans la gestion des épidémies, c'est incontestablement la République démocratique du Congo. En effet, depuis le début de la 10e épidémie Ebola dans l'est du pays, depuis environ 2 ans, la République démocratique du Congo fait face à la 2e plus grande épidémie d'Ebola de l'histoire, avec plus de 3400 cas et 2200 décès. Cette crise a mis en évidence l'importance d'investir dans des systèmes de santé plus robustes et des outils de surveillance fiables pour faire face aux épidémies. Avec l'avènement du Covid-19 et la résurgence de l'épidémie de rougeole, les ressources sont désormais épuisées, réparties entre la réponse au coronavirus, Ebola, ainsi que d'autres flambées dans le pays, y compris la rougeole. Alors que la propagation du coronavirus accélère dans le pays, les autorités sanitaires doivent maintenant jongler, pour ainsi dire, avec les ripostes Ebola et Covid-19, tout en traitant également les personnes touchées par la pire épidémie de la rougeole au monde. La plupart des systèmes de santé africains sont extrêmement fragiles et les épidémies telles que Ebola et le Covid-19 ne font qu'exacerber les faiblesses. Cependant, cela pourrait aussi être l'occasion de montrer les progrès du pays vers des systèmes de santé plus résilients. L'expérience antérieure de la RDC avec Ebola a créé un certain niveau de résilience du système de santé qui est maintenant mis à profit pour gérer le trio épidémie-pandémie auquel le pays est confronté. C'est dans ce contexte que le Strategic Purchasing Africa Research Center, SPARC, avec son réseau régional de coachs appelé The Force, organise le présent webinaire pour explorer comment la RDC tire parti des leçons apprises dans sa réponse à Ebola pour éclairer la prise de décision et la continuité des services essentiels en réponse à la pandémie Covid-19. Les objectifs de ce webinaire sont les suivants. Premièrement, informer le public des leçons tirées de la réponse à Ebola qui éclairent la réponse au Covid-19. Deuxièmement, partager avec le public les connaissances sur les approches et les meilleures pratiques pour assurer la continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie. Et enfin, troisièmement, offrir un forum au public pour poser des questions et apprendre comment les expériences et l'expertise en matière d'achat stratégique et ou de renforcement des systèmes de santé ont eu un impact sur la réponse de la RDC au trio d'épidémies de Covid-19, Ebola et rougeole. Nous avons à cet effet sollicité l'éclairage et l'expertise de 3 personnes ressources, acteurs clés dans le système de santé de la RDC. Il s'agit notamment du Dr Samuel Roger Kamba, du Dr Mbouyi Gisèle et de M. Joël Lamika Kalaboudi. M. Samuel Roger Kamba est docteur en médecine
et compte plus de 30 ans de pratique. Il est titulaire d'un diplôme de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et d'un diplôme post-universitaire en pédiatrie de l'Université Picardie Amiens en France. Il a plus de 22 ans de spécialisation en pédiatrie et il est formateur en réanimation pédiatrique. En 2019, le Dr Kamba fut nommé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, comme conseiller spécial chargé de la couverture santé universelle et de diriger les efforts visant à mettre en œuvre la vision holistique du président de la République en matière de soins de santé universels pour la population congolaise. Le Dr Kamba est chargé de la coordination de tous les acteurs étatiques, privés et des structures confessionnelles de santé impliqués dans la réflexion sur la mise en place de la CSU en RDC, où il supervise l'élaboration des plans et de la documentation stratégique et normative pour faire face à l'impact sanitaire du COVID-19. Le Dr Kamba a été nommé par le président Tshisekedi comme coordonnateur du groupe de travail sur le COVID-19 et son représentant personnel auprès de ce groupe. Madame Gisèle Mbouyi est docteur en médecine, titulaire d'une licence de l'Université de Kinshasa et d'une maîtrise en santé publique de l'Université libre en Bruxelles. Elle est également titulaire d'une maîtrise en éco-épidémiologie de l'Université de Kinshasa. Depuis 2005, elle travaille dans le domaine de la surveillance du contrôle des maladies et de la gestion des urgences et des catastrophes au sein du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo. Madame Mbouyi est présidente du comité de surveillance épidémiologique au sein du comité multisectoriel élargi chargé de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 en RDC. Et enfin, M. Joël Lami Kakalaboudi est titulaire d'un diplôme en communication organisationnelle de l'Université de Kinshasa. Il est actuellement chercheur sur la communication pour le changement de comportement dans la même université. Il travaille au ministère de la Santé publique dans le cadre du Programme national de communication pour la promotion de la santé PNCPS. En ce qui concerne la pandémie COVID-19 en RDC, il est le président du pilier communication numérique, gestion des rumeurs et des retours d'informations au niveau communautaire. M. Kalaboudi est membre du comité de la communication des risques de la participation communautaire au sein du comité multisectoriel élargi chargé de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Écoutons la présentation de l'équipe de la RDC conduite par le Dr Kamba. Bonjour docteur et merci pour l'honneur que vous nous faites d'intervenir dans ce webinaire. À vous docteur. Bonjour monsieur le modérateur, merci pour l'introduction et la présentation de ce webinaire. Et bonjour à tous ceux qui sont connectés, notamment à l'équipe de la RDC qui nous accompagne ce jour. C'est vrai que c'est important de parler de cette pandémie au niveau de notre riposte locale. Et donc, au niveau épidémiologique, ce sera plutôt Dr Gisèle Mbouyi qui va plus développer un tout petit peu les leçons apprises, cette partie de la chose. Moi, je parlerai plutôt de la coordination un tout petit peu, de la vision stratégique et des approches que le président de la République lui-même a décidé d'implémenter. Donc, très rapidement, ce que je peux dire, c'est que effectivement, nous avons appris beaucoup de choses à partir des épidémies antérieures, notamment la 9e et la 10e épidémie d'Ebola, qui nous ont permis en fait d'avoir la réactivité nécessaire pour répondre à l'épidémie de Covid. Mais en même temps, on a appris aussi qu'on ne doit pas dupliquer les choses de façon automatique. Parce qu'effectivement, quand on regarde ces deux épidémies, je parle d'Ebola et Corona, on voit quand même des différences qui peut-être nous ont entraînés à faire quelques erreurs si on duplique de manière automatique les leçons apprises. Donc, premier constat que je peux dire, c'est que on en a beaucoup appris et avec Ebola, mais Corona nous a montré que nous devons continuer à apprendre et à améliorer nos leçons. Un exemple, c'est quand on regarde tout simplement le principe qu'on avait de surveiller les contacts des patients et ensuite les contacts de ces contacts. Quand l'épidémie est lente, comme Ebola, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Mais quand l'épidémie est très rapide, on voit très vite que les capacités de dépistage deviennent un problème
si on n'a pas fait une très très bonne préparation à une très grande échelle. Donc, je pourrais dire donc une des premières leçons qu'on a apprises au niveau stratégique, c'est de ne pas dupliquer de manière automatique les leçons apprises. La deuxième chose, c'est par rapport toujours à la coordination, le fait de ramener la riposte à un niveau très élevé permet d'aller plus vite dans les décisions. Et c'est pour cela que pour la Covid, le président de la République s'est impliqué personnellement parce qu'il y a tellement de secteurs qui interviennent que ça ne peut pas se faire nécessairement au niveau d'un seul secteur, d'un seul ministère. Il faut pouvoir anticiper beaucoup de choses, notamment des conséquences autres que sanitaires qui ont été finalement plus impactantes au niveau de notre pays que les conséquences sanitaires elles-mêmes. Et toujours au niveau de la coordination, on voit qu'on doit faire, au niveau stratégique, on doit faire des choix très rapidement. Un exemple, c'est quand on choisit les hôpitaux qui vont répondre à Ebola, plutôt à Corona. On se rend compte très très vite que ces hôpitaux-là, dans notre système de santé, sont rapidement désertés par les autres malades qui ont peur d'être contaminés. Et ça pose rapidement le problème d'ajustement pour pouvoir permettre aux soins de santé de continuer à fonctionner correctement, tout en protégeant effectivement les nouveaux patients de Corona. Donc, en fait, je peux dire que on a tiré de bonnes leçons d'Ebola, mais Corona nous apprend que nous devons continuer à nous adapter et à nous adapter en temps réel quand le virus évolue de manière très rapide. Ceci se traduit aussi au niveau des apports de la gestion financière. Comme j'ai dit, ça va très très vite et on ne peut pas suivre les canaux habituels. Et c'est pour ça que le président de la République a pu par mettre un fonds de solidarité en place pour qu'on centralise. Parce qu'on voit par exemple arriver des dons, mais le modèle habituel, c'est que les dons passent au niveau des différents ministères ou parfois passent directement au niveau de la riposte. Ça donne plusieurs endroits de décision et ça ce n'est pas nécessairement en faveur d'une très bonne efficacité. Et en mettant en place un fonds de solidarité qui permet de canaliser, eh ben, ça rend les structures un peu plus fluides pour pouvoir décider rapidement. Donc, je peux dire que d'un côté, il faut un niveau stratégique très élevé pour répondre à des épidémies très rapides comme le coronavirus. Mais de l'autre côté, des expériences antérieures nous ont permis d'avoir déjà de manière opérationnelle la réactivité nécessaire pour pouvoir adapter aux nouvelles circonstances. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Ah, merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions déjà pour ce premier jet. Nous allons donc passer la parole, si vous avez convenance, au docteur Bouilly pour qu'elle fasse sa présentation. Alors, pour répondre à cette question, comment est-ce que le pays est en train de lutter contre ces trois épidémies ensemble, c'est-à-dire la Covid, la rougeole et la maladie à virus Ebola. Je voudrais dire déjà que le pays a fini avec la 10e épidémie qui a été déclarée fini le 24 juin. Et pour la rougeole aussi, l'analyse des données est en train de montrer que nous sommes en train de terminer cette épidémie. Et donc, le pays a élaboré un plan de sortie sur 6 mois pour cette épidémie qui a été la plus importante jamais enregistrée dans notre pays. Et par contre, pour la COVID, comme ça a été dit, c'est en train de se répandre très rapidement. Et comme vous savez, la RDC a 26 provinces et aujourd'hui, nous sommes déjà à 16 provinces qui ont confirmé des cas de COVID. Alors, effectivement, nous avons eu avec cette gestion d'épidémie beaucoup d'expériences, des leçons tirées qui sont en train d'être mises en œuvre à travers la lutte contre la COVID. Alors,
notamment la mise en place d'un système de gestion des incidents qui assure la coordination opérationnelle de l'épidémie. Mais aussi, tout commence par l'élaboration des plans d'action. Donc, le pays, à chaque fois élaboré un plan d'action qui sont soutenus par un engagement au plus haut sommet des autorités. Et avec ça, nous avons aussi une appropriation au niveau des ministères provinciaux dans les provinces. Et cela est utile pour que les acteurs et les communautés puissent s'approprier des interventions de riposte. Mais également, on a élaboré une politique de l'achat stratégique pour permettre l'achat des services, y compris des services communautaires, parce que le système de santé qui a des formations sanitaires doit être soutenu, parce que les activités de prévention et de contrôle de l'infection doivent être continues et ne pas s'arrêter pour raison d'épidémie. Slide, s'il vous plaît. Alors, Ebola, rougeole, Covid, donc là, vous avez un aperçu vraiment de la situation que je viens de décrire ici. Donc, vous avez les incidences et les statistiques par rapport à la 10e épidémie. Et comme vous le savez, nous avons maintenant commencé une autre épidémie, donc qui est la 11e épidémie Ebola, qui est rentrée qui a repris dans la même région que la 9e épidémie. La rougeole, comme je l'ai dit, il y a un plan de sortie. Et pour la COVID, aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 cas et nous avons un plan de préparation qui va prendre toute une année, qui est déjà élaboré. Donc, vous avez des budgets affichés devant vous. La différence avec l'épidémie d'Ebola de la 10e, c'est que nous avons eu plusieurs plans de réponse. Par contre, pour la COVID, le pays a pris l'option de n'élaborer qu'un seul plan sur une année. Certainement qu'il y aura des ajustements, mais c'est ça l'approche qui a été retenue, parce que faire des plans tous les 3 mois, comme on l'a fait avec l'épidémie d'Ebola, c'était quand même assez laborieux. Comment est-ce que les formations sanitaires résolvent ces problèmes de la demande de soins pour ces 3 épidémies? Alors, quelques formations sanitaires ont été sélectionnées pour la riposte à la COVID. Et bon, les autres hôpitaux continuent leur cours normal de fonctionnement dans la gestion de la rougeole ou d'Ebola à l'est du pays. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale, il y a des structures qui sont sélectionnées pour faire la prise en charge des cas de COVID. Mais toutes les autres formations sanitaires, les prestataires sont formés pour être capables au moins de lancer une alerte, de détecter un cas suspect de COVID. Ainsi, quand un cas suspect de COVID est détecté, les actions de surveillance donc, sont entreprises jusqu'à la confirmation du cas. Et dépendant du profil du malade, donc du cas qui est confirmé, il sera soit pris en charge à domicile ou bien il sera référé dans une des formations sanitaires qui sont sélectionnées pour la riposte. Donc, les formations sanitaires, dès le départ, n'étaient pas prêtes à faire face à une épidémie comme celle liée au coronavirus. Ici, nous présentons un peu les expériences qui, je pense, de toutes ces épidémies ont aidé le système de santé à être plus résilient. Donc, nous avons de l'expérience, nous avons pu avoir de l'expérience en termes de coordination, dans la surveillance, dans l'analyse des données, la communication des risques, la prévention et le contrôle des infections, la prise en charge des cas, la préparation opérationnelle et l'approche multisectorielle. Donc, si je dois un peu décrire, je dirais que la coordination, le pays a pu mettre en place des systèmes pour bien coordonner l'appui international et national avec un système de redevabilité. Et dans tout cet appui, on devait savoir qui fait quoi et
Et toute cette coordination donc était basée à Goma, avec des sous-coordinations dans les zones de santé. Donc, en termes de coordination, l'expérience que nous avons retenue ici, c'est la mise en place d'un système de gestion des incidents, et c'est la même approche que nous venons de mettre aussi pour la 11e épidémie du pays. En termes de surveillance, les leçons apprises, c'est que l'utilisation, la mise en place des équipes d'intervention rapide, et puis aussi l'utilisation de tous les outils de surveillance électronique à travers des tablettes ou des téléphones Android ont permis de rapidement collecter les données, les analyser, ont permis de faire de la visualisation. Vous voyez, dans l'épidémie d'Ebola, on peut faire des chaînes de transmission et ça vous permet de détecter rapidement les contacts, de faire le suivi, de mettre des stratégies de vaccination pour contrôler cette épidémie. Alors, l'information essentielle, donc la leçon tirée, c'est qu'une surveillance à base communautaire qui intègre très tôt les leaders de la communauté, et surtout si elle est associée à l'utilisation des outils digitaux pour faire un bon suivi des contacts, est un atout que nous sommes en train de capitaliser également pour l'épidémie de Covid dans notre pays. La cellule d'analyse des données, nous avons mis en place des cellules capables d'analyser les données en temps réel de la surveillance, et puis aussi les données sociologiques, parce que il faut toujours capitaliser le feedback communautaire, c'est que pense une communauté en face des interventions, décrire les communautés dans lesquelles se déroule une épidémie. Ça permet de pouvoir réajuster les stratégies de lutte en temps réel. La communication, en termes d'intervention pour la prévention et le contrôle des infections, nous avons défini au cours de l'épidémie d'Ebola un package d'interventions. Nous avons mis en place des points focaux qui sont chargés uniquement de la prévention et du contrôle dans chaque structure, avec des évaluations fréquentes qui étaient même scorées pour faire une classification des formations sanitaires et apporter des interventions qui leur permet de passer d'un grade moins bon à celui qui est plus bon. Alors pour la prise en charge médicale, nous avons mis en place des protocoles et nous les avons diffusés. Et pour l'approche multisectorielle en appui à la lutte d'Ebola, c'était de favoriser un accès à l'eau potable, assurer la sécurité alimentaire. Tout ça, c'était pour maîtriser la diffusion de l'épidémie. Donc, c'est un peu, de façon succincte, résumé l'expérience tirée de la gestion des épidémies d'Ebola, mais qu'on a aussi capitalisé quand on a fait la lutte contre l'épidémie de rougeole pour s'en sortir. Voilà. Bon, pour les allocations des fonds, je pense que le conseiller qui m'a précédé l'a annoncé. Donc, pour faire face à un problème de gestion financière, donc le chef de l'État a mis donc en place un fonds national de solidarité contre la COVID qui collecte tout l'argent destiné à la riposte pour en assurer une bonne gestion. Et le fonds va également jouer le rôle de mobilisation des ressources financières pour toutes les activités liées à la riposte. Et le ministère va continuer à jouer son rôle dans la gestion des autres épidémies, comme la rougeole ou toute autre épidémie, et s'impliquer dans l'amélioration de la qualité des soins de santé. Voilà. Alors, maintenant, comme vous pouvez le deviner, quand il y a une grosse épidémie dans une région, les populations ont tendance, de façon naturelle, je peux dire, à ne pas vouloir fréquenter les services de santé parce qu'elles ont peur, elles ont justement peur d'être contaminées. Et de façon globale, le système de santé du pays est en train de se renforcer depuis quelques années. Des stratégies sont mises en place pour améliorer l'accessibilité des populations
aux soins de santé parce qu'il y a des barrières financières importantes, ce qui fait que l'accessibilité aux soins de santé, aux services de santé, je dirais, tourne autour de 25 à 30%. Mais déjà, si dans la situation normale, on a du mal à accéder aux soins de santé, quand il y a épidémie, cette situation risque de s'aggraver. Et quand une situation comme ça s'aggrave, la conséquence, c'est que les cas qui sont peut-être contaminés vont vous échapper, vous ne pourrez pas les détecter. Et donc, on met en place des stratégies comme la gratuité des soins dans les zones de santé touchées par la MVE. Ça, c'est quelque chose que le pays a fait au courant de la 9e épidémie d'Ebola à l'Équateur, où on a instauré ça dans toutes les zones touchées. Et pour aussi pallier à cette difficulté ou peur de venir aux soins de santé pour ne pas être contaminé, on a mis en place des structures de prise en charge spécifiques. Ça, c'est dans les stratégies. On met des centres de traitement Ebola et des centres de traitement COVID où les patients et les familles ne payent pas de leur poche. Donc, avec des stratégies comme ça, on évite que les personnes, même vulnérables, qui ne peuvent pas payer leurs soins, puissent être prises en charge. Donc, c'est ça, c'est que le pays a fait pour continue à faire pour gérer cette situation. Alors, je pense que les fonds pour les formations sanitaires ont été maintenus, quoique c'est toujours les ménages qui sont la source la plus importante du financement de la santé, donc ce qu'on appelle en anglais le out of pocket. Mais il existe au pays des stratégies pour améliorer, casser ces barrières, donc notamment les financements basés sur les performances ou bien le système de tarification forfaitaire pour pallier à ce risque de ne pas avoir de financement au niveau des structures de santé. Alors, à cette question, je pense que je dirais que absolument, cet appui financier est nécessaire pour soutenir, je dirais, l'implication justement des formations sanitaires dans la lutte. Et pour toutes ces 3 épidémies, c'est pareil. La formation sanitaire, elle reste essentielle dans la mise en œuvre des stratégies de lutte de toutes les épidémies, que ce soit Ebola, que ce soit n'importe quelle épidémie. Une bonne partie des activités de surveillance qui permettent d'identifier les cas et de faire leur prise en charge une fois confirmée se passe au niveau des formations sanitaires. Oui, avant qu'il ne prenne la parole, docteur Gisèle Bouilly, nous tenons vraiment à vous remercier pour cette présentation très édifiante. Alors, je vais donc passer la parole à M. Joël Lamika pour continuer avec la présentation de l'équipe de la RDC. Allô, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci pour cette invitation. Alors, comment est-ce que nous organisons la communication dans ce contexte, surtout lorsqu'il s'agit de riposter contre ces 3 épidémies? Voici les grandes lignes que j'ai écrites, notamment en recourant à la communication des risques et engagements communautaires, c'est-à-dire nous impliquons les communautés dans la réponse contre la maladie qui les touche. Vous savez, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, eh bien, vous le faites contre moi. Nous sommes partis du postulat selon lequel il faut impliquer les communautés concernées dans la riposte de la maladie parce que l'expérience Ebola nous a appris que les communautés, au départ, quand on a commencé à lutter contre Ebola, les communautés qui n'étaient pas impliquées, eh bien, on sentait qu'il y avait de la résistance au sein des communautés. Et donc là, nous nous sommes dit, pour lutter contre une quelconque épidémie, il est important d'inclure, de mettre un accent sur les communautés concernées. Et qu'est-ce que nous avons aussi fait? Nous avons identifié un seul porte-parole de la riposte. Cela permet de lutter contre les rumeurs, cela permet finalement, comme vous savez, dans la communication des crises, on dit un seul porte-parole, un seul canal et un seul message. Et nous, ici, nous avons donc le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui est comme ça le visage de la riposte contre la maladie à coronavirus, tout comme le visage de la riposte contre la maladie à virus Ebola.
Donc voilà. Nous avons aussi identifié les relais communautaires au sein même des communautés touchées. Au début de la lutte contre la maladie à virus Ebola, on avait parfois commis l'erreur en identifiant des communautés. Je donne un exemple. On prenait parfois, il y avait des erreurs comme ça, où on prend des relais communautaires d'une ville pour aller travailler dans une autre ville, encore dans une autre contrée. Et ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons donc opté, depuis la lutte contre Ebola, je veux dire, nous avons donc opté pour l'identification des relais communautaires au sein des communautés touchées et non en dehors de ces communautés-là. Nous avons aussi intensifié la surveillance à base communautaire, c'est-à-dire et dialogue au niveau des familles et communautés, à travers le porte-à-porte, visite à domicile en vue de contribuer à l'interruption des chaînes de transmission. Mais également, je souligne ici, ces recherches de cas et ces causeries éducatives sont organisées avec les relais communautaires que nous appelons les RECO, les relais communautaires que nous identifions dans les communautés, bien sûr. Nous avons aussi axé notre stratégie dans la lutte contre une épidémie dans l'épidémie, et nous l'appelons l'infodémie, l'épidémie des mauvaises informations, des fake news. Comme vous savez, à chaque fois qu'une crise sanitaire surgit, il y a des informations, il y a des mauvaises informations qui circulent généralement sur la toile. Et donc, nous avons élaboré un outil qui nous permet comme ça d'identifier. Alors, quelles sont les grandes lignes de notre stratégie de communication? Comme je l'ai dit tantôt, l'orientation principale de notre stratégie de communication aujourd'hui, que ce soit dans la lutte contre Ebola ou encore dans la lutte contre la COVID-19, elle est essentiellement basée sur l'engagement communautaire. Essentiellement. Donc, nous mettons l'engagement communautaire au centre de toutes nos actions de communication. C'est-à-dire, les communautés doivent être informées sur les risques auxquels ils sont exposés. Donc, il est essentiel de connaître et de comprendre les communautés. Les multiples approches et stratégies doivent être utilisées pour engager les communautés. Si vous voulez sauver une communauté qui ne se sent pas engagée, qui ne se sent pas concernée contre cette maladie, eh bien, vous allez travailler dans les néants. Et donc, nous nous sommes dit, pour lutter contre toutes les épidémies, étant donné que nous sommes dans une approche zonale, ça veut dire qu'en intervenant à partir des zones de santé, nous impliquons les relais communautaires et les accompagnateurs communautaires, mais également les superviseurs. Tous ces gens sont issus des communautés touchées. On ne peut pas riposter, par exemple, dans la commune, je donne un exemple, dans la commune X, et utiliser les relais communautaires de la commune Y. Nous utilisons les relais communautaires de la zone concernée pour aller sensibiliser les personnes concernées. Voilà les 2 points essentiels ou les grandes lignes à retenir concernant notre stratégie de communication. Et aujourd'hui, dans la lutte contre la maladie à coronavirus, notre message est axé sur 2 points essentiels, surtout à ce stade. C'est la résilience, c'est-à-dire apprenons à vivre avec la maladie à coronavirus, mais sans l'attraper. Je reprends, apprenons à vivre avec la maladie à coronavirus, mais sans l'attraper. Le second message, c'est ce que nous disons aux communautés. Voulez-vous que tout redevienne normal? Voulez-vous qu'on réouvre les églises? Voulez-vous qu'on réouvre nos frontières? Eh bien, portez les masques. Voilà les 2 axes principaux de notre message adressé aux communautés. Merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois à l'équipe de la RDC pour cette présentation. Nous sommes arrivés donc au terme des présentations et c'est le moment de répondre aux questions qui ont été posées. Nous en avons reçu pas mal. Mais avant de trier, parce que nous avons toute une équipe qui s'occupe du tri des questions, nous sommes tellement intéressés par l'expérience qu'a partagé le docteur Bouilly tout à l'heure sur diapositive numéro 6. Est-ce que le docteur peut encore aller plus en profondeur dans ces différentes expériences, nous donner quelques anecdotes, quelques difficultés qu'elles rencontrent dans leur travail au quotidien? Parce que c'est en fait ce que nous recherchons. Nous voulons avoir votre expérience de vécu sur le terrain afin que cela serve d'exemple
à d'autres pays qui sont actuellement connectés à ce webinaire. Alors, docteur Bouy, est-ce que vous pouvez encore revenir encore plus sur les expériences, sur le diapositive qui parlait des expériences et vous donner encore plus de substance? Un peu plus de substance. OK. Merci, monsieur le modérateur, pour cette attention, ce besoin d'avoir encore un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je prendrai la 10e épidémie où j'ai eu à être la coordonnatrice de la sous-coordination qui était installée à Bunia dans la province de l'Ituri. Et donc, si je dois présenter une anecdote, c'est que quand la sous-commission est arrivée et qu'on l'a installée, les populations, les communautés, dès le départ, étaient quand même réticentes. Donc, il fallait vraiment collaborer avec les administrateurs, donc ceux qui sont les administratifs, les responsables de la cité ou de la ville, des quartiers, pour pouvoir collaborer avec eux et faire accepter la sous-coordination qui venait de s'installer. Voilà, ça c'était un défi. Parce que, par exemple, vous savez que l'Ituri, c'est une région où il y a beaucoup de mouvements, où il peut facilement avoir une situation d'insécurité. Alors, ça vous met vous-même d'abord, vous, en tant qu'acteur qui est venu sous ordre de Kinshasa, donc du gouvernement national, pour venir travailler, ça vous met dans une situation particulière. Donc, il faut nécessairement collaborer non seulement avec les autorités sanitaires de la province, mais aussi les autorités administratives, les autorités politiques, pour que vous soyez d'abord acceptés. Alors, en plus de cela, une fois que vous êtes acceptés, les choses peuvent commencer à aller mieux. Mais je vous assure que pour bien gérer une épidémie et pour réussir, il n'y a pas d'autre chemin que d'avoir l'adhésion de la communauté. Donc ça, c'est extrêmement important, extrêmement important. Chaque fois que vous avez une nouvelle épidémie, ne pensez pas qu'elle est identique à l'autre épidémie que je venais de gérer. Donc, chaque environnement a ses spécificités, ses particularités qu'il faut nécessairement prendre en compte. Si vous ne les prenez pas en compte et que vous arrivez comme dans un terrain conquis, vous pensez que comme vous avez la connaissance, vous avez la science, vous avez les médicaments, c'est vous l'expert, vous allez automatiquement réussir. Eh bien non, si vous y allez comme ça, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré parce que on ne va même pas vous recevoir, votre message ne passera pas, même devant des médecins comme vous. Parce que je vous assure qu'on a eu à voir des médecins qui ne croyaient pas à l'existence de la maladie Ebola. Hein? C'était curieux, mais ce sont des choses qu'on a vécues. Et dès le départ, finalement, on se rend compte que c'est des caractéristiques des communautés qu'il faut comprendre et qu'il faut associer dès le départ si vous voulez réussir votre riposte. La riposte à l'Ituri n'est pas la même que la riposte à l'Équateur. Il y aura toujours des spécificités de communauté qu'il faut prendre en compte. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Bunia où j'étais, on a mis un centre de transit où on isolait tous les cas suspects. On commençait la prise en charge avant qu'on ait les résultats du laboratoire. Mais les gens de la communauté ne voulaient pas venir là-bas, ils avaient peur. Et quand on a approfondi avec un anthropologiste qui était venu faire des études là-bas pour voir comment était la communauté, ils nous ont appris une chose curieuse, que la couleur de votre CTE-là, ça fait penser à la mort. Vous voyez, nos bâches, c'est souvent noir ou bien c'est gris foncé. Voilà. On avait fait une structure comme ça pour isoler les patients, les suspects là-bas, mais la couleur noire, juste cette couleur-là, faisait peur à la communauté. Et donc, c'était difficile pour eux d'accepter d'aller dans un lieu tout noir.
Alors, on s'était dit finalement, on doit commencer à faire des bâches colorées, des bâches qui ont la même couleur que les murs de l'hôpital, parce que ce centre était construit dans un hôpital, et l'hôpital était en couleur bleu-blanc, et vous voyez, le centre à côté, il est dans des bâches noires, la communauté le percevait très mal. Mais vous, en tant que scientifique, vous ne faites pas la même analyse, vous ne pouvez pas comprendre, mais vous ne pouvez même pas deviner ça, mais ce sont des choses réelles, ce sont vraiment des choses réelles. Ouais. Dans cette même lancée, nous avons une question qui vient d'une participante là, Aurélie Dengue, qui voudrait certainement que la question s'adresse à M. Lamika. Elle demande comment est-ce que vous gérez le volet stigmatisation dans la surveillance à base communautaire? Oui. Alors, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, tout dernièrement, on voudrait réaliser des mini-reportages avec les malades Covid concernant leur expérience. Et la plupart des patients refusaient. Pourquoi ils refusaient? Parce que la maladie était encore un tabou au niveau de la communauté. Il y avait des patients qui avaient peur. Même quand il est guéri, revenir dans sa communauté risquerait de poser encore un problème parce que la maladie, comme je l'ai dit tantôt, demeure un tabou. Donc, il a fallu travailler très, très dur sur cette thématique, sur cette question de la stigmatisation de la maladie au niveau de la communauté. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons déployé comme stratégie à ce jour? Nous avons utilisé les leaders communautaires et les relais communautaires. Comme vous savez, dans chaque communauté, dans les différentes communautés, il y a des gens qui ont une certaine force dans leur, un certain charisme, un certain pouvoir dans leur dans une force de persuasion, je veux dire. Et donc, nous avons utilisé les relais communautaires, le jeune très actif, les leaders religieux. Et ces gens ont été formés pour organiser les causeries dans les familles et apprendre aux familles que la maladie à coronavirus n'est pas une fatalité. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons fait. Le constat après les récentes études nous montre que peu à peu, les gens commencent à comprendre que finalement, le coronavirus, on va dire dans les communautés bien sûr, que le coronavirus n'est pas une fatalité et la question de la stigmatisation, on commence peu à peu à trouver solution, quand bien même que de notre côté, il y a toujours cette emprise de communication internationale, des médias internationaux qui dominent sur les opinions des communautés locales. Donc, voilà. Donc, pour répondre de manière claire et précise, nous avons utilisé nos relais communautaires, les leaders communautaires, les accompagnateurs que nous avons eu à identifier au sein des différentes communautés. Ils ont été formés pour approcher les différentes familles, organiser les dialogues et les causeries, faire les porte-à-porte, expliquer aux familles sur le fait que le coronavirus n'est pas une fatalité. Vous pouvez attraper la maladie et être guéri de cette maladie. Merci, M. Joël Lamika. Je voudrais ici remercier la participante Anne-Hélène Gruber, qui est très active au niveau des questions. Elle voudrait savoir quelle synergie vous avez avec l'international. La synergie avec l'international, c'est que l'international apporte son expertise, amène son appui financier, mais tout est sous la coordination du ministère de la Santé. C'est ce que je disais dans les leçons tirées par rapport à la coordination. Nous arrivons à coordonner l'aide internationale, l'aide nationale pour que les besoins qui doivent être comblés le soient effectivement. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Oui, je crois que la question est très précise, la réponse est aussi précise. Oui. Anne-Hélène Gruber est de l'Organisation mondiale de la santé, dont nous la saluons en passant. Donc, nous allons prendre encore 2 ou 3 questions parce que le webinaire a une durée bien précise et nous arrivons prestement au terme. Le sujet est tellement intéressant que si nous y allons, on va passer toute la soirée. Il y a une question qui est posée au docteur Kamba. En fait, l'idée ici, c'est de savoir si ce Covid, cette pandémie est une opportunité idoine pour montrer l'importance de la couverture santé universelle. Qu'en pensez-vous?
Merci. Je ne sais pas si je peux répondre à la place du docteur Roger, mais la couverture sanitaire universelle, je pense qu'on peut y arriver. Ça va prendre beaucoup de temps, mais on peut y arriver. C'est d'abord un choix politique, bien sûr, parce que si cette option n'est pas prise comme un choix politique, rien ne sera fait pour que la couverture sanitaire universelle soit atteinte. Mais ce n'est pas une opportunité, je pense, je peux me tromper. Pour cette pandémie en RDC, ce n'est pas une opportunité pour avancer, mais ça nous rappelle simplement que nos systèmes de santé sont faibles et qu'on doit y aller vite pour que ce système soit renforcé et que surtout les personnes puissent avoir rapidement accès aux soins de santé sans souffrir financièrement. OK. Voilà, merci. Merci pour cette réponse. Les questions pleuvent, hein, les questions pleuvent. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Et cette question-là s'adresse à Joël Amilcar. On dit, pour éviter la baisse de la demande de services de soins de santé primaire et en particulier des services de santé maternelle, le pays devrait développer des efforts de communication pour le changement social et comportemental pour fournir à la population et en particulier aux femmes, aux enfants et aux adolescents des informations sur la manière dont le Covid-19 les affecte et comment ils peuvent rester en sécurité tout en accédant aux services. Alors, le participant voudrait savoir si les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des adolescents sont inclus dans les efforts de communication sur le Covid-19. Alors, très très bonne question. Essentiellement les femmes. Récemment, j'ai reçu le rapport de nos équipes qui sont sur terrain. Il s'avère que dans la lutte contre le coronavirus, par exemple, nous avons remarqué un faible engagement de femmes. Alors, la réponse, elle est simple. Vous savez, lorsque vous réussissez à bénéficier du soutien ou de l'engagement de femmes, de la communauté féminine, eh bien, vous avez déjà la chance de pouvoir réussir à bénéficier aussi de l'engagement de toute une famille. Donc, on va dire, ça sera finalement son époux, ça sera également ses enfants. Et donc, aujourd'hui, que ce soit dans notre communication publique ou encore dans notre communication pour les changements des comportements, nous mettons un accent énorme pour susciter un engagement de la communauté féminine parce que nous espérons que si nous réussissons à bénéficier de l'engagement et du soutien de femmes, cela aura un impact positif sur la perception de communauté, cela aura un impact positif sur l'engagement de la communauté tout entière, notamment, comme je l'ai dit tantôt, son époux, mais également son enfant. Donc voilà. Voilà, merci, chers panélistes. Merci. Vous avez fait le tour de la question. Des questions fusent de partout, mais nous avons un temps bien limité pour le présent webinaire. Demandez à l'équipe de la RDC si ça leur dirait de faire partie d'un groupe de coachs qui s'appelle The Force. En tout cas, vous allez y réfléchir et certainement, vous reviendrez vers nous. Je voudrais, à la fin de ce webinaire, vous remercier encore grandement pour le temps que vous avez pris pour faire des recherches aussi bien fouillées. Je voudrais remercier les différents participants qui ont posé des questions très enrichissantes auxquelles des réponses ont pu être apportées. Nous avons eu énormément de questions. Nous n'avons pas pu toutes les égrener. Nous nous en excusons. Il est probable qu'une autre opportunité nous soit donnée pour le faire. Ceci dit, mesdames et messieurs, merci pour le temps que vous nous avez accordé ce soir pour que nous parlions de l'expérience de la RDC en matière de lutte contre le coronavirus, prenant en cela compte de l'expérience d'Ebola. Merci encore une fois et que Dieu vous protège. Merci de nous avoir écoutés. Au cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur les achats stratégiques et le financement de la santé, vous pouvez nous suivre sur nos plateformes de médias sociaux. @SPAC Africa sur Facebook, @SPAC_Africa sur Twitter et Instagram et Strategic Purchasing Africa Resource Center sur LinkedIn. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web sur www.spacafrica.org.
www.spark.africa.